Alors ce soir, c'est quasiment une improvisation complète. Ça fait plusieurs jours que je cherche un sujet, que j'essaie de trouver un sujet un peu synthétique dont j'aimerais vous parler, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages, de plus en plus nombreux à me poser des questions en ligne, et de plus en plus nombreux à m'encourager à continuer à faire des capsules, à être présent sur Twitter. Et vraiment, je vous remercie. Et je vous remercie de commenter également cette vidéo. Et en essayant de la préparer, en essayant de faire une synthèse de tout ce que j'entendais, de tout ce que je découvrais, de tout ce que j'analysais, et qui étaient évidemment des choses nouvelles ou importantes ou qui s'accumulaient, je me suis dit que d'une part, j'avais envie de vous parler un peu des grandes organisations internationales. Donc ça, ce sera le début de cette capsule. Ensuite, du délire de la santé, qui est évidemment lié à certaines grandes organisations internationales. Ensuite, du délire climatique. Et je devrais plutôt dire en ce moment du délire du CO2. Puisqu'après avoir beaucoup insisté sur le réchauffement, qui est pas aussi évident que ça à traiter, le focus maintenant c'est le CO2. Donc à une époque c'était l'ozone, ensuite c'était le réchauffement, ensuite c'était l'eau qui allait recouvrir des tas d'îles et de surfaces habitées, et la banquise qui allait disparaître. Donc là maintenant le focus c'est sur le CO2 et une espèce de quatrième révolution industrielle. Le délire de l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire le délire de l'autre ? C'est qu'on vit dans un monde où on peut accéder à toutes les informations, on peut voyager très facilement, ou en tout cas relativement facilement, depuis qu'il y a moins de barrières aux vaccins ou aux injections. Et pourtant, on n'a jamais eu autant l'impression d'une absence complète d'écoute. Absence complète d'écoute entre l'Occident et la Russie, absence complète d'écoute entre l'Occident et la Chine, entre l'Occident et l'Afrique, entre l'Occident et le monde arabe, et également entre l'Occident et l'Amérique du Sud. Donc on voit qu'il y a un espèce de hiatus incroyable qui se crée entre deux mondes qui n'ont plus du tout la même manière de voir leur avenir. Tout ça étant bien évidemment à relier avec la partie sur les organisations internationales. On a aussi ce que j'appellerais un délire du surhomme. Et là, derrière surhomme, il y a la volonté de jouer les dieux avec la génétique, la volonté de jouer les dieux avec l'intelligence artificielle, mais également la volonté d'être des dieux avec les drogues. Et donc là, c'est remarque par rapport à ce qui s'est passé. J'ai pas beaucoup parlé de cette affaire, pour ainsi dire, j'en ai pas du tout parlé, mais l'affaire Palmade qui a fait découvrir à beaucoup de monde, dont moi, qu'il existait des drogues qui permettaient pendant plusieurs jours d'affilée de ne pas dormir, d'être au sommet de sa forme intellectuelle et physique. Et d'un seul coup, j'ai repensé à ces drogues qui sont ou seraient ou ont été utilisées dans des guerres ou par des armées terroristes pour essayer de créer différents types de révolutions ou d'exactions. Toutes ces drogues qui enlèvent la peur, qui enlèvent la fatigue et qui donnent à ceux qui les prennent l'impression qu'ils deviennent des surhommes, capables de tout. Le délire également administratif. Et là, j'évoquerai ce qui se passe avec les premiers articles de la Constitution française qui semblent avoir énormément changé sans que tout le monde en ait pris conscience. Et la notion d'utilité, qui est une notion assez étonnante. Le délire de la répression et sa violence de toute nature,
et également le délire de la censure, mais qui prend sans cesse de nouvelles formes, une nouvelle habilité. Parfois, on n'a pas besoin de censurer quelqu'un, il suffit de le noyer ou de noyer ce qu'il dit sous des centaines, des milliers de bots, hein, et surtout de le noyer sous les informations diffusées par les grands médias. On sent que tout ça, c'est en train de s'accélérer dans le monde occidental, mais en face, il y a une réaction qui est de plus en plus forte et finalement de plus en plus courageux de petits et grands pays qui se disent mais comment essayer de reprendre notre destin en main et sortir de cette folie dans laquelle le monde est en train de rentrer, cette fuite en avant vers un nouvel ordre mondial qui serait complètement destructeur. Donc le premier point, les organisations internationales. Alors, à la base, les organisations internationales, elles sont à visée collégiale. Donc, quand l'ONU est créée, l'idée, c'était d'être garant, entre guillemets, d'une forme de loi entre tous les pays du monde. Et donc, il y avait un conseil de sécurité aux Nations Unies dans lequel il y avait les puissances nucléaires, dont est la France. Donc, 5 pays, 5 puissances nucléaires, États-Unis, Russie, Chine, Angleterre, France. Après, il y a un conseil élargi à 15, mais les autres membres n'ont pas un droit de veto, et puis 190 ou 192 pays au sein des Nations Unies qui votent. Et après, à l'intérieur des Nations Unies, il y a d'autres organisations comme le Conseil des droits de l'homme dont ont été exclus les Russes il y a quelque temps. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les Nations Unies, parmi leurs prérogatives, il y a la possibilité de faire des enquêtes. Et donc, les membres, quels qu'ils soient, peuvent proposer au vote des enquêtes. Et donc, parmi les choses extrêmement graves qui se sont passées au cours des dernières années, il y a la découverte factuelle de présence de biolabs américains partout dans le monde. Alors c'est plus que factuel, il y a des gens qui continuent à dire non, mais les Américains nient, mais il suffit de chercher, il y a eu une déclaration sous serment de la fameuse Victoria Nuland devant le Congrès qui reconnaissait qu'il y avait des biolabs aux États-Unis. Il y a eu des instructions qui ont été données par l'Organisation mondiale de la santé pour que tout ce qui était dans les biolabs médicaux américains en Ukraine soit détruit. Et entre parenthèses, il y avait véritablement des choses absolument inquiétantes qui s'y déroulaient. Donc les explications qui ont été données, c'était que c'était les restes d'armes chimiques de l'époque soviétique qui étaient restées donc en Ukraine et qui étaient traitées pour destruction, puisqu'il y a des conventions internationales sur les armes chimiques. Et donc, les Américains s'en occupaient. Sauf que les Russes ont avancé pas à pas dans leur enquête. Ils démontrent de plus en plus de choses qui inquiètent toutes les nations du monde et qui les inquiètent d'autant plus que maintenant on est quasiment arrivé à la certitude, même si pendant 1 an et demi, tous ceux qui pouvaient prétendre ça étaient traités de complotistes, de fous, etc., que le coronavirus a été fabriqué par l'homme et c'est le résultat de quelque chose qu'on appelle le gain on function, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez un virus qui existe dans la nature et vous l'améliorez. Et aujourd'hui, on sait, mais ça avait été annoncé par le professeur Montagnier extrêmement tôt, que le coronavirus, tel qu'il a été fabriqué donc dans des laboratoires. Alors, on ne sait pas exactement lesquels. On ne sait pas si c'est Winnipeg, Fort Detrick, Wuhan, mais pourquoi pas d'autres laboratoires à Taïwan, d'autres laboratoires en Ukraine,
où que ça a été fabriqué, et s'il y avait même plusieurs pistes, hein, puisque maintenant il y a des théories qui sont beaucoup plus précises sur l'extension de ce virus. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été fabriqué par l'homme. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des victimes. Ce qu'on sait, c'est que ce coronavirus a permis à des laboratoires pharmaceutiques essentiellement américains de vendre des centaines de millions, en réalité des milliards de doses, à des prix complètement délirants quand on sait que toute la recherche, développement de ces vaccins avait été financée, précommandée par les États, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient aucun risque. Donc même les laboratoires qui n'ont pas abouti pour réaliser des vaccins avaient été financés, c'est-à-dire que leur risque avait été couvert par les États. Et surtout, on sait que ces vaccins, entre guillemets, puisque la définition du mot vaccin a été changée, ont été d'une efficacité extrêmement faible partout dans le monde, que ce soit les vaccins traditionnels ou les vaccins à haut niveau de technologie, comme les vaccins à ARN messager ou ADN messager. Enfin, il y a eu différents types d'intermédiaires, etc. Mais c'était très peu efficace, comme un certain nombre de personnes l'avaient annoncé dès le début, puisque comme le coronavirus, c'est d'une famille finalement assez proche des virus de la grippe, on sait que d'une part, ce sont des virus qui mutent beaucoup, donc c'est compliqué avec un vaccin de bien cibler le virus. On sait bien que au fur et à mesure, le virus a muté et a trouvé des solutions pour être de plus en plus dispersé, avec Omicron en particulier. Et donc ça a été totalement inefficace. Les Russes et les Chinois ont demandé une enquête donc de l'ONU, elle leur a été refusée. De la même manière que les Russes avaient demandé une enquête pour le soi-disant massacre de Boutcha, ça a été refusé. Et pour l'instant, on n'a toujours pas les conclusions des différentes enquêtes qui ont été faites, à part des affirmations sur des vues satellites. Mais tout ça a été débunké à maintes reprises. Donc on ne connaît pas encore la réalité de ce qui s'est passé là-bas, même s'il y a beaucoup d'événements qui disent le contraire. Mais également sur le sabotage de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui est un des actes de guerre les plus étonnants, puisque d'une part, ça va mettre à genoux toute l'Union européenne, en particulier l'Allemagne évidemment, mais toute l'Union européenne, qui est obligée aujourd'hui d'acheter son gaz extrêmement cher aux Américains, qui est un gaz de moins bonne qualité, un gaz qui arrive par bateau, et puis surtout un gaz dont l'exploitation, la production aux États-Unis est absolument pas écologique. D'ailleurs, on remarquera que les Allemands ont beau être en grande difficulté avec la perte de la source inépuisable de gaz propre, peu cher et transporté dans des gazoducs qui arrivaient par Nord Stream depuis la Russie, ont quand même décidé d'arrêter leur nucléaire civil récemment. Donc on va voir comment tout ça va se passer. Il est très possible d'ailleurs que ce soit la France qui soit in fine le dindon de la farce. Pourquoi ? Parce que la France est un pays extrêmement faible, qui n'a quasiment plus aucune industrie, qui est extraordinairement endetté, et donc qui a besoin de l'Europe et donc de l'Allemagne pour conserver des taux d'intérêt pour sa dette et pour continuer à pouvoir financer cette dette à des conditions acceptables. Parce que si c'était plus le cas, on serait encore dans des difficultés encore plus grandes, puisqu'étant en Europe, on peut pas faire de dévaluation, on peut avoir de l'argent magique, mais pas aussi facilement entre guillemets que si on était un pays autonome. Mais l'idée c'est pas de rentrer là-dedans. L'idée c'est de dire comment se fait-il que l'ONU refuse de mettre en œuvre des enquêtes importantes sur la santé de l'humanité, c'est-à-dire une attitude dangereuse que pourraient avoir certains pays avec des virus mutants dans lesquels ils mettent des séquences de malaria, de sida, etc.
Enfin, vous imaginez, c'est complètement incroyable. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des espèces de super virus avec à l'intérieur les plus dangereux virus de l'humanité, puisque la malaria et le sida sont quand même pas véritablement des virus sympathiques, ils sont endémiques et on n'a pas trouvé de solution pour les traiter définitivement. Bon, heureusement, ils n'ont pas mis de séquence de la variole, mais on peut tout imaginer, absolument tout imaginer, et c'est ce qui est absolument stressant. Donc on a l'ONU qui refuse de faire son travail et qui vote sans cesse dans une certaine direction, parce qu'en fait, on sent qu'il y a un espèce de taulier à l'intérieur qui sont les États-Unis, et avec quelques autres pays membres du Conseil de sécurité ou d'autres pays importants qui contrôlent finalement les grandes monnaies mondiales, puisque le dollar est la principale monnaie mondiale pour l'instant, remise en cause par le yuan, mais on a aussi le franc CFA pour pas mal de pays africains. On a l'euro qui est une monnaie alternative entre guillemets au dollar. Donc ces pays qui contrôlent également le SWIFT, qui contrôlent beaucoup de choses, peuvent faire des pressions extrêmement importantes sur les diplomaties de pas mal de pays du monde. Et ça change tout doucement. Mais évidemment, les pays ne sont pas tous capables, comme la Chine ou la Russie, de dire non, je veux uniquement m'exprimer par rapport aux intérêts des habitants de mon pays, et surtout je veux m'exprimer par rapport aux intérêts de l'humanité, entre guillemets, puisqu'il est inacceptable dans une humanité normale qu'un pays se permette de fabriquer des virus par gain of function en y incorporant des virus parmi les plus dangereux et qui pourraient avoir des conséquences bien pires que celle-là, mais pires sur l'humanité. Mais ça pourrait être pire sur d'autres animaux. On pourrait imaginer des virus qui ciblent particulièrement les porcs, les vaches, les moutons, mais même les végétaux. C'est-à-dire que quand on discute avec des personnes qui sont spécialisées, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite. Donc, quand les Nations Unies refusent une enquête sur ces questions-là, c'est inquiétant. Et vous me dites, oui, mais bon, une enquête, de toute façon, on a vu les enquêtes pour le MH17, toutes les enquêtes sont un peu truquées. C'est vrai que c'est possible que les enquêtes soient truquées, que les conclusions n'aient pas de sens. Mais à chaque enquête, ça multiplie les personnes qui savent, les personnes qui pourraient un jour ou l'autre parler. Et quand vous êtes quelqu'un qui agit mal, vous savez qu'à un moment ou un autre, des gens peuvent s'exprimer. Et c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec des whistleblowers. On voit que dans la presse américaine, depuis 2 jours, il y a énormément de révélations qui sont faites d'une part parce que le Congrès mène des enquêtes relativement sérieuses, le Congrès américain qui vient de changer avec une majorité républicaine et énormément de congressmen qui ont été choisis par Donald Trump et qui sont particulièrement engagés. Et on voit que l'étau se resserre sur Biden et sa famille, mais de façon si forte que même les grands médias qui, il y a encore quelques semaines, n'auraient jamais osé le critiquer, le font. Et ce sont des attaques qui touchent aussi l'équivalent du ministre de la Justice américain qui montre qu'il n'est pas du tout zélé. Mais là, il est également pris en tenaille et c'est tout le système américain qui est en train de souffrir. Ce qui est en général assez inquiétant puisqu'il pourrait y avoir des réactions disproportionnées à cette situation. Donc, l'ONU ne joue pas son rôle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a l'Organisation mondiale du commerce, de la santé. Et l'Organisation mondiale de la santé a le rêve de prendre, entre guillemets, le contrôle de tous les pays du monde en cas de pandémie.
Donc le message, vous vous rappelez, il y avait eu l'exercice 201 quelques mois avant la pandémie du coronavirus. Et l'idée, c'était les pays doivent travailler entre eux, il faut absolument mettre les moyens pour créer des vaccins, pour distribuer les vaccins partout, pour contrôler les frontières. Il faut qu'on soit unis dans cet effort, il faut qu'on ait le même message. Entre guillemets, il faut qu'on ait la même religion. Et quelque part, ce serait une catastrophe. Pourquoi ? D'une part, de façon simple, l'OMS, le premier contributeur de l'OMS, c'est l'Allemagne. Le deuxième contributeur de l'OMS, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Et le troisième contributeur de l'OMS, ce sont les États-Unis. Et on voit que ces trois contributeurs, les trois premiers contributeurs, sont les fabricants des 2 vaccins qui ont été imposés au monde, ou qui ont tenté d'imposer au monde, puisque BioNTech, c'est une boîte allemande, et Pfizer et Moderna sont des boîtes américaines. Et donc on a l'impression, peut-être que c'est une coïncidence, mais que l'OMS a poussé ces vaccins, a poussé ces injections et les nouvelles définitions pour finalement les acteurs qui étaient les plus contributeurs et les plus importants. Parce que finalement, la contribution de l'Allemagne à l'OMS, si on la ramène aux bénéfices qu'a fait BioNTech, c'est tout à fait négligeable. Et si on regarde le type d'investissement qui est en train de réaliser BioNTech, c'est quasiment des containers qui vont être des centres de fabrication d'injections ARN messagers, mais qui seront faites quasiment sur mesure, et qui pourront être installés dans un pays, dans une grande ville, dans une agglomération, n'importe où, et les gens pourront aller se faire piquer par des robots. Et selon votre groupe sanguin, selon votre âge, votre taille, il y aura un dosage et même éventuellement quelque chose qui va être mixé. Parce que contrairement aux vaccins traditionnels, qui nécessitent la culture de virus, qui vont être ensuite rendus inoffensifs, etc. Enfin, c'est un processus biologique, entre guillemets. Les injections ARN, c'est quasiment un Lego, entre guillemets. C'est-à-dire que vous fabriquez ça à la demande. Donc c'est de la programmation biologique, si vous voulez. C'est du génie génétique. Enfin, c'est de la couture, de la programmation. D'ailleurs, les gens qui en sont les plus grands défenseurs sont les gens qui expliquent que non seulement ils programment ça, comme on programmerait un logiciel, et le vaccin va venir programmer notre corps pour faire à notre corps des choses qui sont censées l'aider à se défendre, puisque c'est ça, pour être relativement clair. Donc, l'OMS, d'une part, elle n'est pas autonome, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas les peuples, qui sont des acteurs privés ou des acteurs qui ont montré qu'ils étaient très intéressés par et qui étaient dominants, entre guillemets, dans la capacité de fabriquer des réponses à des pandémies. Et donc on sent que ces gens-là ont un intérêt fort pour que l'OMS prenne le pouvoir au moment des pandémies. Puisque si l'OMS prend le pouvoir, pour simplifier les choses, pour simplifier la distribution, elle pourra imposer d'utiliser ces espèces d'usines portables de BioNTech. Mais j'imagine que Moderna fait la même chose et que peut-être d'autres compagnies américaines sont en train de faire la même chose, peut-être même des compagnies chinoises. Mais on sent qu'elles n'auront pas les mêmes agréments, les mêmes avantages, et encore pire pour les Russes, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Donc l'OMS aurait tendance à imposer au monde une solution unique. Ça a été essayé,
puisque à partir du moment où les Américains ont dit vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis si vous n'avez pas soit Pfizer, soit Moderna et plusieurs injections, et ça vient à peine de cesser cette obligation. Donc on voit bien que des personnes de tous les pays du monde, s'ils avaient envie d'aller aux États-Unis, ils étaient obligés d'accepter ces contraintes. C'est-à-dire que si vous étiez dans un pays où on vous avait imposé le vaccin du pays en question, eh bien, moi je connais des gens qui ont 6 ou 7 vaccins. C'est-à-dire ils avaient d'abord eu des vaccins, par exemple Spoutnik, parce qu'ils habitaient en Iran. Mais comme ils vivent à mi-temps en Angleterre, ils avaient fait le vaccin Astra ou Johnson, qui était le vaccin, les vaccins qui étaient assez privilégiés au début par l'Angleterre. Mais comme ils font des conférences internationales, ils voyagent beaucoup aux États-Unis. Ouais, il y a des gens qui ont ce profil, Iran, Angleterre, États-Unis, pas mal. Il leur a fallu Pfizer et Moderna. Et ils se sont évidemment exécutés. Mais on sent que à l'avenir, ça pourrait être différent. Et alors vous dites, mais comment est-ce que tout ça est possible? Mais c'est possible parce qu'en fait, les dirigeants de la plupart des pays qui sont, entre guillemets, aux commandes de l'Organisation mondiale de la santé, ont été les dirigeants les plus fervents pour imposer la vaccination. Et donc, ce sont les pays dans lesquels, quasiment immédiatement, on a tué tout espoir de thérapie plus classique. Alors, on a beaucoup parlé de toutes les thérapies qui auraient été possibles. Donc, ça allait de plantes à l'hydroxychloroquine, en passant par des médicaments qui, soi-disant, servaient pour les animaux, etc. Enfin, je vais pas citer tellement de noms, on sait tous, ou les antibiotiques, azithromycine, etc. Et finalement, toutes ces molécules s'étaient faites descendre par des magazines scientifiques qui finalement, quelque temps après, revenaient sur les informations. Donc vous aviez des grandes universités qui disaient il y aura des millions de morts. Vous aviez des spécialistes qui disaient oh là là, mais si vous prenez ce médicament qui pourtant a été utilisé par des centaines de millions de personnes qui ont mangé des milliards de doses sans mourir, etc. Et d'un seul coup on disait non mais c'est dangereux, c'est interdit. Et pareil pour certaines antibiotiques. Et pareil, la seule solution, c'est l'injection. Et la seule injection qui est bonne, c'est celle de ce laboratoire et de ce laboratoire, ce qui vient de Chine, d'Inde ou de Russie, c'est très dangereux. Et il faut pas une dose, il faut plusieurs doses, puis des boosters, puis. Donc ça, c'est ce que l'OMS a fait. Et au lieu d'avoir honte, au lieu de se remettre en cause, parce que non seulement ils n'ont jamais cherché d'où ça venait. Aujourd'hui, il y a la quasi-certitude que ça vient d'une fuite de laboratoire suite à du gain of function. En fait, c'est plus qu'une quasi-certitude. On le sait maintenant, il n'y a plus aucune piste sérieuse pour dire que ce serait créé par des animaux. Et pourtant, dans le projet de l'Organisation mondiale de la santé, à aucun moment, il est fait référence qu'à l'avenir, en cas de nouvelle pandémie, une partie des moyens qui seront mis en œuvre seront mis en œuvre d'une part pour contrôler tous les laboratoires à longueur d'année, comme on le ferait pour des sites nucléaires, quand on sait qu'un pays, il y a eu quelque chose qui s'est passé, etc. Le monde entier devrait dire, voilà, on va créer une espèce de brigade, on va créer des gens qui vont contrôler au maximum le type de recherches qui sont faites, et on va demander dans toutes les universités du monde, aux étudiants, etc., qui sont diplômés, dans les serments qu'ils font, le serment d'Hippocrate, de rajouter que, évidemment, en premier, vous ne nuirez pas, mais ça inclut l'idée de refuser tout produit qui n'a pas été vérifié, dont on n'est pas absolument certain qu'il est sans danger, etc. Puisqu'on voit se multiplier des questions sur l'évolution de la natalité dans beaucoup de pays, mais sur aussi des effets secondaires pour les jeunes femmes, pour les jeunes hommes, etc., etc.
Alors c'est de plus en plus dur et c'est très compliqué d'avoir des chiffres, de comprendre exactement ce qui s'est passé, mais l'OMS n'aide pas dans ce domaine, au contraire. Et donc qu'ils veuillent prendre le pouvoir sur les pays alors qu'ils ne sont pas élus, qu'ils ont été tout sauf exemplaires et qui sont manifestement instrumentalisés ou instrumentalisables par un nombre extrêmement réduit d'acteurs qui ont montré une attitude indéfendable pendant la pandémie qui a quasiment mis la planète entière à genoux, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et pourtant, pratiquement tous les pays occidentaux, il y a un débat aux États-Unis, et on verra comment ça va se conclure, ont validé les choses. On va voir ce que décideront les pays, si un certain nombre de pays sortiront de l'Organisation mondiale de la santé ou pas, comme l'avait fait d'ailleurs un temps Donald Trump, hein, qui a quand même manifestement beaucoup de flair et qui avait bien compris que le rôle de l'Organisation mondiale de la santé était pas forcément la santé des peuples. Et quand on regarde les actions de l'Organisation mondiale de la santé, on peut se poser énormément de questions parce que quand on s'intéresse à la santé, on s'intéresse à donner à boire et à manger aux peuples dans lesquels il y a la famine. Et si vous faisiez juste des règles de 3 toutes simples et que vous voyez les milliards que qui ont été dépensés pour cette pandémie, je pense qu'on aurait pu résoudre les problèmes de faim dans le monde pour plusieurs centaines d'années. De faim et de soif dans le monde pour plusieurs centaines d'années. Et de façon très saine pour l'environnement et particulièrement durable. Alors il y a un autre acteur qui est particulièrement intéressant à étudier, c'est le Fonds monétaire international. Alors je vais pas faire une capsule de 2 heures, donc je vais aller assez vite. Je pense que je referai une autre capsule à l'occasion au sujet du Fonds monétaire international. Mais c'est une espèce de banque entre les pays, alors qu'il y a aussi cette capacité étonnante à fabriquer de l'argent. Alors on ne sait pas trop d'où il vient, comment ça se passe, quelles sont les règles qui s'imposent à lui. Et je dois avouer que je suis pas un expert. Tout ce que je sais, c'est que le Fonds monétaire international, quand un pays a besoin d'argent, il intervient. Et en général, la première chose qu'il fait, c'est qu'il a un agenda vis-à-vis du pays. Donc il va lui dire, par exemple, et vous voyez, ça va avoir un lien avec l'agenda woke, ou ça va avoir un lien avec l'agenda de la santé, c'est-à-dire qu'il va dire au pays, ben voilà, nous on va vous aider à refinancer votre dette, à mettre en place des infrastructures, à faire un certain nombre de choses, mais vous devrez respecter un certain nombre de règles. Alors qu'ils vont avoir, parfois avec l'Organisation mondiale du commerce, puisque tous ces gens sont liés, hein, ils attaquent entre guillemets en bonne organisée les pays pauvres ou les pays riches endettés, et ils vont leur imposer des règles. Donc par exemple, les règles, ça peut être sur typiquement qui pourra construire les routes ou les autoroutes. C'est-à-dire que ça va être des sociétés qui répondront à un certain nombre de normes, à un certain nombre d'assurances, etc. Mais à tous les coups, ça ne pourra être que des sociétés occidentales. Et d'ailleurs, en général, des sociétés occidentales qui se seront mis d'accord avant pour se partager les marchés de façon extrêmement juteuse. Mais ça peut être aussi de montrer qu'ils ont l'intention d'être exemplaires par rapport aux communautés LGBT, ou d'être même exemplaires par rapport aux communautés trans, ou réviser entre guillemets leur histoire, ou réorganiser l'exploration, production de leurs ressources naturelles, ou pire, réorganiser complètement leur chaîne alimentaire. C'est-à-dire dire au pays, bah écoutez, compte tenu de votre climat, compte tenu de ci ou de ça, on vous recommande de vous focaliser sur les bananes et les avocats.
Et donc, d'un seul coup, un pays qui avait pléthore de tous les fruits et légumes possibles, un pays tropical, va se retrouver avec 90% de sa production qui est à destination de l'international pour permettre en Europe et aux États-Unis d'avoir à très petit prix à l'arrivée dans les magasins, pas forcément à très petit prix pour le consommateur, mais des produits qui, dans le passé, était luxueux, mais qui va avoir évidemment des conséquences terribles pour l'économie du pays en question. Mais en général, ça préoccupe pas le Fonds monétaire international. Et il y a un certain nombre de livres formidables qui ont été écrits là-dessus, et c'est vraiment des gens qui sont de plus en plus considérés par beaucoup de pays comme des assassins économiques. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans un pays et ils vont l'assassiner. Vous savez, j'ai évoqué, quand vous imaginez qu'une dose de vaccin, elle était vendue, on ne sait pas trop, hein, puisque les contrats ont été négociés par SMS, ils sont complètement confidentiels, ils ont disparu ou pas, on ne sait pas les retrouver. Enfin, il y a plein de pays où ils réussissent même plus à se rappeler les codes pour accéder aux bases de données de leurs tests ou de leurs contrats. Enfin, c'est délirant. Mais c'est vrai aussi aux États-Unis. Hein. Même aux États-Unis, les contrats restent extraordinairement confidentiels. Et si jamais vous voulez attaquer les laboratoires, il faut savoir que c'est vous qui allez payer, c'est-à-dire nous, avec nos impôts, les indemnités qui pourraient être réclamées aux laboratoires, qui allons payer leurs frais d'avocat. Alors à 1500, 2000, 3000 dollars l'heure, des centaines d'avocats qui seront choisis pour défendre. Vous imaginez, ça va vite coûter des milliards, d'où le manque de zèle des pays pour interroger les gens avec lesquels ils ont signé des contrats de façon complètement hallucinante, des contrats en dizaines de milliards. Donc, quand vous imaginez qu'avec un seul vaccin, vous pourriez faire un puits avec une petite pompe dans un pays où il manque d'eau, vous dites, mais c'est délirant. C'est-à-dire que ce vaccin a très peu de chances de sauver une personne, et a fortiori pas l'humanité, mais un puits avec une pompe, on peut voir se développer un village, une communauté, avec du bonheur, avec la capacité de se nourrir par eux-mêmes, etc. Mais quand vous voulez assassiner économiquement, évidemment, vous choisissez ce qui va rapporter aux multinationales de la santé, ce qui va rapporter à leurs actionnaires, qui sont toujours les mêmes sociétés. Hein. Vous en avez entendu parler si vous vous intéressez à tout ça, mais BlackRock, Vanguard, etc. Et donc toujours, vous prenez de l'argent aux pauvres et vous le donnez aux riches. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun ruissellement vers le bas. Le ruissellement vers le bas, c'est une légende, c'est une apparence, mais c'est quelque chose qui n'arrive jamais, jamais, jamais. Donc FMI, si vous voulez détailler, vous faites assassin économique, vous verrez, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'éléments là-dessus. Alors, l'Organisation mondiale du commerce, pareil, c'est quelque chose qui est bien, qui est censé organiser les règles du commerce international, mais on a vu ce qui s'est passé avec les Russes et avec les sanctions. Les règles du commerce international ne fonctionnent que dans un sens. Donc vous avez remarqué que les Russes ont respecté tous leurs contrats jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils continuaient à payer les Ukrainiens pour le transit de leur gaz vers l'Europe, que souvent les Ukrainiens piquaient en chemin, que les pays européens voulaient pas trop payer ou savaient pas trop comment payer, puisque les Russes s'étaient fait couper du SWIFT, on leur avait confisqué leur argent, etc. Et malgré tout ça, les Russes ont continué à respecter tous leurs contrats. C'est-à-dire que nous, on est allé confisquer leur argent qu'ils avaient honnêtement gagné dans le cadre de contrats signés respectables. On a confisqué leurs biens, on a confisqué plein de choses. Et maintenant, d'ailleurs, on essaie de trouver le moyen de se l'attribuer. Et là, on parle quand même de centaines de milliards. Donc, il y a quelque chose à géométrie variable. Si vous vous rappelez, on a fait des sanctions pour empêcher aux Russes de vendre leur gaz. Et quand le prix du gaz est monté, quand les Russes ont dit, écoutez, puisque vous faites ça, nous, on va arrêter. Alors d'un seul coup, tous les pays disaient, oh là là, mais si les prix montent, c'est la faute des Russes. Oh là là, mais si vous allez avoir froid cet hiver, c'est la faute des Russes. Oh là là. Mais ce qui est fou,
c'est que les journalistes, ils étaient capables de dire droit dans vos yeux toutes ces conneries à la télé et qu'il n'y avait aucun expert sur les plateaux pour leur dire « mais c'est n'importe quoi ». On n'a pas respecté les règles basiques de contrat entre les pays, les règles basiques de l'Organisation mondiale du commerce. Toutes ces règles n'ont pas été respectées. Il y a des pays, en Allemagne par exemple, ils ont confisqué des sociétés. Ils les ont confisquées, ils les ont pas nationalisées, confisquées. Alors que les Russes, avec toutes les sociétés qui étaient chez eux, même avec McDonald's, avec Coca-Cola, etc., il y a eu des contrats, il y a eu des accords qui ont été signés. Quand Renault a décidé de partir, ce qui est une folie incroyable, hein, parce que c'est un marché important et c'est un marché où Renault était une entreprise parmi les leaders, eh ben, il y a eu un contrat quand la Société Générale a voulu parler. C'est-à-dire que les Russes ont respecté tous les contrats. Ils ont respecté le droit russe et ils ont respecté le droit dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est nous qui les accusons en permanence d'être des mauvais joueurs, etc., et qui essayons de faire croire au peuple du monde que l'inflation, c'est à cause d'eux. Alors que souvent, l'inflation avait commencé bien avant l'opération spéciale russe en Ukraine. Je vous rappelle que l'inflation, elle a principalement eu lieu à cause de tout cet argent magique qui a été injecté dans toutes les économies du monde. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens qui avaient été cloisonnés, etc., se sont retrouvés avec beaucoup plus d'argent, enfin pas mal de personnes, plus d'argent qu'ils avaient, beaucoup d'argent injecté dans l'économie, et donc les prix sont montés, alors que dans le même temps, les chaînes de production avaient été mis à mal par tout ce qui s'était passé, complètement désorganisé, et puis aussi la politique zéro Covid de la Chine, qui était comme je l'ai dit dans une interview récente sur Télé Liberté, essentiellement lié à permettre, entre guillemets, Axi de se débarrasser des mondialistes et donc de toute cette époque Hu Jintao où la Chine avait été colonisée par l'Occident et surtout les Américains et d'une façon générale les Anglo-Saxons, de la même manière que sous Yeltsin, la Russie avait été dépecée et colonisée. Et donc c'était devenu un virus terrible qui s'était métastasé dans l'immobilier chinois, dans l'industrie du jeu vidéo, dans l'industrie du commerce, dans pas mal de choses. Il a fallu toute la conviction, tout l'amour de Xi pour son peuple, pour remettre les choses en ordre. Alors je sais que ça paraît toujours étonnant d'entendre parler en bien de la Chine ou de la Russie, comme je viens de le faire, mais vous verrez, plus le temps va passer, plus vous allez descendre et creuser et réaliser que le camp du bien, en fait, c'est pas nous. C'est pas la France, c'est surtout pas la France. C'est pas l'Allemagne, c'est pas les États-Unis tels qu'ils sont gérés aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les peuples. Les peuples sont un peu aveuglés par la peur, sont un peu aveuglés par les aides, sont un peu aveuglés par les médias. C'est des petites excuses parce qu'en réalité, aujourd'hui, en 2023, et surtout maintenant qu'Elon Musk est à la tête de Twitter, il y a moyen d'accéder à énormément d'informations. Et tellement d'informations valables, d'ailleurs, que un à un, les médias menteurs aux États-Unis sont en train de disparaître. Et je pense que ce sera la même chose chez nous, puisqu'on est en train de réaliser que les fact-checkers, on est en train de réaliser que pas mal de médias sont complètement sponsorisés par les États, sont sponsorisés par de l'argent qui transite, par des associations et en particulier l'association, le fonds qui avait été créé pour suite à l'exécution de Samuel Paty, donc contre l'islamisme radical. Et il y a des centaines de millions d'euros qui bizarrement ont atterri dans les poches de fact-checkers dont le rôle à l'époque était principalement d'attaquer tous les gens qui remettaient en cause la religion sur les injections et sur le fait que, en fait, le virus venait d'un pangolin. Alors, je pourrais vous parler de l'Union européenne aussi, une organisation qui est assez intéressante. Enfin, plus la Commission européenne, puisque c'est des gens qui prennent absolument
toutes les décisions pour ce qui se passe en Europe. Ce sont des gens qui sont pas élus, qui ont été nommés. Sur quels critères? Je vous laisse regarder la liste des commissaires pour vous interroger. Et surtout leur pays d'origine en général, puisque ça aide beaucoup à comprendre. Mais en tout cas, on peut pas dire que ça réussisse particulièrement bien à l'Union européenne, qui est dans une situation, même si ça se voit pas, même si vous le voyez pas encore au quotidien, qui est dans une situation absolument désespérée. Et d'autant plus désespérée que on se rend compte que tous les milliards qu'on donne à l'Ukraine, que ce soit pour financer complètement ce pays et pour accueillir des millions de personnes qui ont fui la situation de guerre dans laquelle ils étaient, mais la plupart des gens d'ailleurs qui sont arrivés n'étaient pas dans des régions qui étaient en guerre, eh bien sont dépensés à fond perdu, d'une part parce que les personnes qui sont venues ne retourneront pas vraisemblablement en Ukraine, en tout cas pas après une si longue période. Ils vont s'installer chez nous, ils vont manquer à leur pays quand il s'agira de reconstruire l'Ukraine. Et surtout, il est clair que l'Ukraine ne fait que résister, ne fait que gagner du temps. Gagner du temps pourquoi? Gagner du temps pour qui? Cette résistance jusqu'au dernier Ukrainien, qui est quelque chose qui est répété par tous, et ça devrait être une honte de dire ça. Comment est-ce qu'on peut utiliser un pays jusqu'au dernier de ses soldats, voire au dernier de ses habitants, et le dire fièrement, comme le disent bien des responsables politiques américains et européens? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'Ukraine est en train de souffrir énormément parce qu'elle est instrumentalisée par l'Occident et par le régime de Kiev. Et c'est tout à fait regrettable parce qu'il y avait d'autres possibilités, il y avait d'autres solutions, il y avait d'autres propositions et qui ont été rejetées depuis le début et qui continuent à être rejetées. Il y a des possibilités de paix, il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont impliqués et ça n'a pas été possible, et en grande partie à cause de l'Union européenne et en très grande partie à cause de la France, puisque dès le début du conflit, à Versailles, le président Macron a convoqué, entre guillemets, l'ensemble des présidents de l'Union européenne, et dont le fraîchement nommé Scholz, et les a convaincus de rentrer, entre guillemets, de façon complètement hybride dans une guerre. Alors, si vous vous rappelez, d'ailleurs, nos ministres à l'époque utilisaient bien le mot guerre contre la Russie, qui était censé être à genoux, et tout ça ne s'est pas du tout passé. Donc ça, c'était pour la première partie sur le délire des organisations internationales ou régionales, et tout ça pour vous dire qu'elles ont envie de contrôler le monde. Elles ont envie de contrôler le monde, mais à la demande d'un certain nombre d'acteurs limités. Et puisqu'elles le font pas pour elles-mêmes, hein, elles sont instrumentalisées par d'autres qui sont des grandes banques. Alors ça peut être la Réserve fédérale, des grands fonds, des grandes des grands philanthropes, entre guillemets, hein, le fonds de Bill Gates. Alors je vous rappelle juste à titre anecdotique que Bill Gates, depuis quelques mois, comme beaucoup de sociétés industrielles, achète énormément de terrains agricoles, énormément de tout ça. Donc qu'est-ce qui va se passer du côté de la nourriture? Où est-ce qu'on va? Du côté de l'eau aussi, il achète beaucoup de terres avec de l'eau aux États-Unis. Donc tout ça est particulièrement préoccupant. J'évoquais tout à l'heure le Brésil, mais sachez que il y a des possibilités que l'Amazonie, il y a beaucoup de gens qui voudraient que l'Amazonie appartienne, entre guillemets, à l'humanité entière et soit gérée à terme par aussi ce genre d'organisation non gouvernementale. Et on voit bien le poids de ces acteurs là qui sont
en réalité gérés complètement par des acteurs privés. Hein. Alors j'ai pas évoqué beaucoup dans le détail, mais le SWIFT, j'ai pas évoqué la Banque des règlements internationaux, j'ai pas évoqué la Réserve fédérale qui est tout sauf public, contrairement à ce que son nom laisse entendre, c'est privé. J'ai pas évoqué tout ça parce qu'il y a pas mal de gens qui le font très bien, mais sachez que l'Occident est piloté par un nombre très limité de personnes et qui ont énormément d'ambition. Et c'est vrai également dans le domaine de la surveillance des monnaies numériques, etc. Et cette volonté de créer une monnaie qui s'imposerait au monde et qui serait un moyen véritablement de contrôler tout le monde. Et voilà, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Donc je voulais parler du délire de la santé. Je pense que je l'ai pas mal fait, mais le message c'était que à force, puisqu'on parlait quand même d'une pandémie qui touchait surtout et qui tuait surtout les gens qui étaient particulièrement âgés et qui avaient d'autres comorbidités, mais qu'on a décidé que pour que le monde aille mieux, il fallait également vacciner les enfants, il fallait également vacciner les nourrissons. Ils ont quand même réussi à le faire. C'est-à-dire que les laboratoires pharmaceutiques ont réussi, avec leur lobbying, avec un certain nombre d'aides, à convaincre des parents de vacciner leurs enfants jeunes, des femmes enceintes de se vacciner. Alors convaincre avec une grosse pression, hein, parce que si vous n'étiez pas vacciné, vous n'aviez pas forcément accès aux services prénataux dans les hôpitaux, etc. Enfin, je ne vais pas vous raconter ce qu'on a vécu. Tout ça pour se dire que finalement, si ce vaccin, ces injections qui rapportaient beaucoup d'argent à certains, n'avait pas pour objectif que de rapporter beaucoup d'argent, mais avait peut-être un objectif caché, ça m'étonnerait pas. Donc, puisque quand quelque chose ne fait pas ce qu'on est censé attendre de lui, c'est qu'il fait autre chose qu'on n'est pas censé savoir ou découvrir. Donc on le découvrira sans doute un jour. Il y a un certain nombre de livres qui ont été écrits, qui seront écrits sur ce sujet. Il va y avoir forcément des données qui vont sortir. Il y a des choses très inquiétantes. Je peux pas m'empêcher de penser au professeur Montagnier quand il disait que les personnes qui auront échappé au vaccin seront peut-être les sauveurs de l'humanité. Alors c'est pas caricatural de dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui s'intéressent au sang de personnes non vaccinées, mais c'est pas non plus caricatural de dire que malheureusement il est très possible que ce qui était mis dans les vaccins, on le retrouve bientôt dans toute l'alimentation, etc. Puisque ce sont les pistes qui sont les plus sérieusement utilisées. Donc ce vaccin qui a été utilisé, ces injections qui ont été utilisées massivement sur l'homme vont être utilisées sur absolument tout ce qui est animal et vraisemblablement sur tout ce qui est végétal. Ce qui pourrait dire une reproduction complète du vivant sur Terre. Dans quel but ? Je vous laisse imaginer, mais on sent qu'on rentre dans une phase de reprogrammation, pour reprendre les termes de tous les gens qui ont été les principaux avocats de ces vaccins à ARN messager, puisque je vous rappelle encore une fois, l'ARN messager va donner des instructions au corps humain pour produire un certain nombre de molécules, entre guillemets, qui lui permettront de se défendre contre des attaques lors de pandémies. Donc au lieu de lui apprendre à se battre, on va lui apprendre à obéir à des instructions, ce qui est très très différent. Donc vous pouvez déjà voir la différence, c'est-à-dire que vous pouvez apprendre à quelqu'un à faire du karaté, ou vous pouvez lui dire très rapidement, quand il est en train de se battre, lève le bras, tends ta jambe, mais évidemment c'est pas pareil, hein, et vous imaginez bien que celui qui sait se battre, il va beaucoup mieux se défendre que celui auquel vous dites ce qu'il doit faire. Mais bon, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut. Le délire de l'autre, ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, parce que plus que jamais, il est quasiment déconseillé d'écouter les thèses des Russes.
Il est déconseillé d'écouter les thèses des Chinois. Il est déconseillé d'écouter les thèses des complotistes qui vont être moqués, qui vont être diffamés, qui vont être éventuellement punis. Je vous rappelle que il était illégal et comme il est illégal d'ailleurs de s'exprimer sur beaucoup de sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la liberté de penser, la liberté de débattre, elle s'arrête au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui sont de plus en plus vastes, à l'intérieur desquels le débat n'est plus autorisé. Je vous rappelle que pendant 2 ans, on a dit « Vous êtes contre la science si vous osez émettre des hypothèses différentes de celles émises par le consensus scientifique. » Comme si la science était quelque chose qui fonctionnait par consensus. Non, la science, elle ne fonctionne pas par consensus. C'est pas la majorité qui dit ce qu'est la science. C'est l'observation détaillée sur la durée, qui rassure, mais qui ne dit pas non plus que c'est la science, parce qu'on parle de choses qui sont infiniment compliquées, de réactions qui sont totalement inattendues. En fait, le corps humain, il faut avoir la modestie de réaliser que c'est un miracle. L'espèce humaine est un miracle, la vie sur Terre est un miracle, et donc toute chose qui est faite par l'homme pour influencer ce miracle peut être un désastre. La chance que l'homme puisse faire un miracle sur l'homme, à moins de se prendre pour un dieu, elle est très faible. Donc, le délire de l'autre est méchant, l'autre, il faut pas lui parler, l'autre, il est tellement méchant, il est tellement vicieux, il est tellement machin que surtout ne l'écoutez pas, parce qu'il pourrait vous convaincre. Et donc ça se traduit par les différents actes. Le Restrict Act aux États-Unis, le Patriot Act, la censure. Vous imaginez, pratiquement, dans toutes les constitutions normales, c'est que la première chose, c'est la liberté de penser et la liberté de s'exprimer, si ça ne nuit pas aux autres. Mais en tout cas, de questionner, de s'interroger. Aujourd'hui, comme je dis, c'est pratiquement plus possible. Et l'autre devient un danger s'il s'exprime même de façon rationnelle, en dehors des clous autorisés. Alors, bon, pour ceux qui ont lu, c'est 1984, etc. Et ça nous amène au délire woke. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'universités aux États-Unis, d'ailleurs ça a des conséquences dramatiques pour les universités en question, puisqu'ils créent des gens qui n'osent plus réfléchir, qui n'osent plus s'exprimer, qui sont complètement castrés en fait. Face à ça, c'est le délire woke. C'est-à-dire que voilà, le genre, c'est quelque chose qui est totalement contestable dès qu'on est jeune. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de voter, on connaît pas l'histoire, on connaît pas la biologie, on connaît pas les mathématiques, on connaît pas plein de choses, mais très jeune, on sait que voilà, le genre, c'est quelque chose de confus qui peut changer. C'est-à-dire qu'on peut naître homme et en fait être femme, puis donc se faire opérer, etc. Et c'est quelque chose qui se développe de façon exponentielle. C'est-à-dire que le nombre de lieux pour organiser sa transition, donc aux États-Unis explose. Évidemment, c'est encore une affaire d'argent, mais sans doute beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça, puisque c'est quelque chose qui va profondément marquer cette génération qui a été marquée par le coronavirus. Je vous rappelle qu'il y a plein d'adolescents qui n'ont pas pu vivre normalement leur adolescence. Il y a plein d'enfants qui étaient dans des carrés tracés à la craie, dans des cours de récréation, qui n'avaient pas le droit de voir leurs grands-parents, qui avaient peur d'être dangereux pour leurs frères et sœurs ou pour leurs parents. Enfin, c'est délirant ce qui a été fait pour le monde dans lequel on vit, en termes de peur de l'autre, de peur de soi-même, de peur de pas savoir qui on est, d'abrutissement total par les jeux vidéo, d'abrutissement par les débilités de la télé, d'abrutissement, enfin, la sexualité apprise à 10 ans avec
des programmes scolaires dans lesquels on parle de choses où il y a encore 50 ans, avant 15-20 ans, on n'entendrait pas parler, et là il faudrait expliquer ça à des enfants de 7 ou 8 ans, et la pornographie, etc., qui est complètement libre. Donc voilà, moi je dois vous avouer, complètement abasourdi par ça. Et le problème du genre et le problème du climat, c'est-à-dire que on explique aux enfants que s'ils hurlent pas dans leurs écoles, s'ils font pas des journées de grève, s'ils réussissent pas à sensibiliser les adultes au fait que dans 3 mois ou dans 6 mois, si on change pas tout, dans 10 ans, la planète aura disparu sous des raz-de-marée, etc. C'est la catastrophe. Et donc, ils se peignent en rouge, ils se collent à des tableaux, ils s'attachent à du goudron. Il y a des trucs complètement délirants. Et puis surtout, ils travaillent pas à l'école. Ils suivent une autiste qui est manifestement instrumentalisée par toute sa famille et beaucoup de monde. Et évidemment, toutes ces choses se rallient jamais. Et puis, c'est quelle absence de modestie, encore une fois, de croire que on est extrêmement... Évidemment, on fait beaucoup de mal à la planète, on tue des espèces, etc. Mais bon, la Terre, entre guillemets, on a vu d'autres. La chaleur sur Terre, elle est quand même principalement liée au Soleil. On nous a parlé de l'ozone, aujourd'hui on nous parle du CO2, mais on voit toutes les traînées dans le ciel, on voit les éruptions volcaniques, on voit les immenses incendies de forêt, on voit le sabotage de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui était peut-être une des catastrophes écologiques les plus importantes. Mais au lieu de ça, on nous dit non, les volcans, non, c'est pas très grave, on sait pas les bloquer, les volcans, on sait pas mettre un bouchon dessus. Les grands feux de forêt, vous savez, c'est pas mal les feux de forêt, parce qu'après on peut mettre plein de panneaux solaires, on peut faire plein de choses. Mais en revanche, les vaches, ça pète. Le riz, c'est super mauvais pour l'ozone. Donc il faudrait faire des exploitations de riz hors sol, dans des serres, dans des endroits très particuliers, complètement génétiques et transgéniques, etc. Et donc on arrive à ce petit truc là que j'évoquais, les cochons maintenant ils voient plus jamais le jour, ils voient plus jamais la terre, en fait ils voient juste le fait qu'ils sont sur du carrelage et comme ça on perd pas une goutte de leur merde qui va être utilisée pour produire du méthane, parce que maintenant les fermiers gagnent plus d'argent avec le méthane qu'ils vont utiliser pour faire de l'électricité qui est revendue à EDF, qui permet de dire qu'ils font de l'électricité verte, etc. On vit dans un monde qui est complètement fou, en fait. On laisse dépérir la moitié de l'humanité et on veut faire de l'électricité verte pour, soi-disant, améliorer notre avenir. Et dans le même temps, on fait de la surpêche, on produit de la bouffe qui est... pleine d'antibiotiques, pleine de vaccins, pleine de trucs pas possibles. On veut manger des insectes. Vous imaginez, on veut manger des insectes, mais pas n'importe quels insectes. Si on voulait manger à la limite des vers de terre ou des trucs comme ça, enfin j'en sais rien, je veux manger aucun insecte, mais les insectes qu'on veut manger, même les cochons, ils en veulent pas. Enfin, c'est quand même fou, quoi. On mange pas les vaches, elles mangent pas les mouches, elles essayent de les faire partir, etc. Enfin, ça fait pas partie de notre chaîne alimentaire traditionnelle. Alors on me dit oui, mais en Chine et tout, où ils mangent. Non, c'est pas leur régime alimentaire de base. C'est pas la nourriture principale. Et je pense un peu comme un clin d'œil, vous savez. Une des raisons pour lesquelles les musulmans ne mangent pas de porc, c'est parce qu'à l'époque, on ne savait pas bien cuire et il y avait des problèmes avec des vers solitaires, ça pouvait déclencher des maladies, etc. Donc on savait à l'époque que des choses étaient mauvaises et donc il fallait les déconseiller dans l'alimentation. Et c'est une réalité. Il y a des choses... Donc on sait maintenant, les vaccins ARN messagers, c'est pas très efficace, en tout cas pour empêcher d'avoir des maladies, peut-être pour autre chose.
il va falloir combien de temps pour découvrir que ces insectes qu'on essaie de nous imposer petit à petit sont peut-être dangereux pour la santé et sont peut-être pas en réalité extrêmement euh, entre guillemets bons en termes d'alimentation, etc. Enfin, c'est enfin, moi tout ça franchement ça m'inquiète quoi. Est-ce qu'on va arriver à un moment où finalement le seul bonheur qu'on proposera aux gens, c'est un espèce de bonheur artificiel avec un écran 3D, ils seront dans un fauteuil, et puis finalement on vous injectera des produits, euh, vous aurez même pas tellement besoin de savoir ce que c'est, vous aurez plus de problème dedans parce que vous aurez rien à mâcher, on vous mettra par intraveineuse des protéines d'insectes mélangées à des vitamines et des oligo-éléments plus ou moins artificiels. Et puis si vous n'êtes pas sympa parce que vous êtes plus très utile ou il n'y a pas de membre de votre famille qui gagne suffisamment de crédit pour que vous ayez à manger, bah finalement l'injection elle deviendra un petit peu plus mauvaise et puis vous allez trépasser et puis on va utiliser votre corps pour le redonner aux insectes parce qu'évidemment les insectes qui vont être choisis ils sont un peu charognards donc ils aiment bien manger. Enfin bref, tout ça, ça peut paraître fou, mais c'est vers ça qu'on va. Parce que avec l'intelligence artificielle, et c'est la transition vers mon point suivant qui est le surhomme, donc avec ces drogues, avec cette intelligence artificielle, avec cette cybernétique, etc., en réalité, on n'aura plus besoin de la plupart des gens. Donc déjà, tous les trucs de réforme, de retraite et tout, c'est des conneries. Parce qu'en réalité, il y aura peut-être quelques années dans une vie de quelqu'un où il aura des capacités utiles, entre guillemets, aux machines qui sinon feront absolument tout. Et le reste du temps, ce sera de l'oisiveté. On va arriver à une espèce d'idée de bah, vous n'avez plus rien, besoin de rien posséder, parce que comme vous n'allez pas travailler ou avoir un travail marchand utile pour le monde, puisque ce sera fait par des machines pour des machines avec des machines, etc. Donc l'humanité, en fait, elle sera observée comme nous, on observe les animaux dans un zoo, etc. Donc on va devenir une espèce inférieure. Donc il y aura une nouvelle espèce supérieure, transhumaniste, les machines, et une espèce inférieure, l'homme. Donc en voulant devenir des surhommes, en croyant qu'on était des surhommes, avec en créant des virus pour bref, en créant des aliments transgéniques, en vaccinant tout, en utilisant des insectes, en machin, en voulant tout coloniser, le corps humain, les machines avec notre intelligence, qu'elles puissent s'abreuver de nous, se nourrir de nous, pour devenir supérieur à nous, bah, l'homme en fait va devenir une espèce inférieure. Alors c'est un petit peu un clin d'œil à Elon Musk, que par ailleurs je trouve formidable, mais quand il dit « Moi je veux que la règle numéro 1 pour les machines, ce soit de découvrir le secret de l'humanité. » Et comme l'espèce humaine est une espèce vraiment intéressante dans l'univers, bah on peut espérer que la machine ne voudra pas nous faire disparaître. Oui, c'est vrai. Mais la machine deviendra tellement supérieure à nous, tellement l'idée même qu'on pourrait avoir d'un espèce de Dieu, bah qu'en fait, elle nous traitera comme nous, on traite les animaux. Donc nous, on s'intéresse à toutes les espèces animales, on s'intéresse aux perroquets, aux poissons. On a des gens qui sont payés avec des finances publiques ou des finances internationales pour voir comment on va pouvoir sauver les ours blancs, les machins, etc. Bah, les machines, elles feront pareil, elles se diront, bah, allez, avant de détruire trop d'humains, on va voir lesquels sont utiles pour ceci, cela, on va les segmenter, on va les mettre dans des espèces de zoos, on va voir comment profiter de ce qu'ils ont de bon, en fait. Et puis finalement, à quoi on pourra servir, je sais pas. Il y a beaucoup de livres de science-fiction qui ont été écrits sur ce sujet, mais surhomme, ce sera pas nous.
Ça va être la machine. Alors Surhomme, c'était aussi toutes ces drogues, toutes ces drogues qui nous transforment, qui nous donnent l'impression qu'on est quelqu'un d'autre, qu'on n'a pas peur du danger, qu'on n'a peur de rien. Parce qu'en réalité, il y a deux mondes. Il y a un monde auquel on apprend à avoir peur de tout, et puis un monde, une espèce d'élite protégée, qui se protège, etc., et qui n'a peur de rien, qui n'a même plus peur de la mort. Alors, là, je vais dire, entre guillemets, je vais parler d'Epstein, Pizzagate, adrénochrome, trafic d'enfants, etc. Là, je vous laisse véritablement chercher. Moi, je suis plus capable de dire c'est du délire ou pas, parce que tout est tellement fou que ça paraît possible. Le dernier clip de Madonna dans ce domaine est quelque chose d'absolument épouvantable. On voit Madonna dans une scène comme si elle était dans une église avec où ils sont 13 femmes un peu sexy, etc. Et on a l'impression qu'elle mange des cœurs d'enfants crus avec du sang, avec plein de choses. Enfin, c'est totalement épouvantable. Donc je vous dis, c'est des clips. Alors moi, quand j'étais jeune, c'était les clips de Michael Jackson. Franchement, Thriller, voilà, ça a été annonciateur de Walking Dead. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'humanité, c'est un peu Walking Dead, quoi. On est conditionné. Alors on a des gens qui trouvent ça bien de manger d'autres personnes. On a d'autres personnes qui trouvent ça bien d'en massacrer. On a des personnes qui puisqu'on découvre des fermes de trafic de main. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Afrique du Sud. Je peux vous assurer que j'ai vu et j'ai découvert des scandales que vous pouvez pas imaginer avec des gens qui venaient d'un certain nombre de pays du monde, en général les mêmes, pour acheter un rein, pour acheter un machin. Et puis, c'est un pays qui était très fort pour les transplantations, etc. Donc, je dis, franchement, je savais que le monde était fou, qu'il était dominé par l'argent et qu'avec l'argent, tout était possible. Mais je savais pas qu'il était aussi fou et chaque jour, je découvre plus de folie. Et quand je dis plus de folie, c'est vraiment dans des proportions incroyables. Et je pense être plutôt quelqu'un de rationnel, je pense être quelqu'un d'équilibré, je pense être quelqu'un qui réfléchit à minima avant de dire des choses. Je dors bien la nuit, je suis pas paranoïaque, je suis pas stressé, je suis pas corrompu ou corruptible, ou en tout cas pas facilement corruptible. J'étudie toutes les offres, mais non, plus sérieusement, ce côté surhomme où l'homme se prend pour un dieu, veut aller transformer son semblable en allant jusqu'à l'infiniment petit. Je vous rappelle que maintenant, on fait des puces qui sont de 5 nanomètres. Nanomètres. C'est-à-dire que c'est quasiment à l'échelle de la molécule, avec des microprocesseurs de 5 nanomètres. Donc vous avez millimètre, c'est un millième de mètre. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Vous imaginez à quel point c'est petit. Évidemment, vous ne pouvez pas le voir avec l'œil humain, mais en réalité, vous ne pourriez même pas le voir avec la plupart des microscopes qui existent. Et là, d'un seul coup, vous devriez quand même vous poser la question, comment est-ce qu'on fabrique ça? Et si on est capable de faire aussi petit, est-ce qu'on est capable d'injecter des choses dans le corps humain qui vont être capables d'avoir un rapport intéressant les unes aux autres, ou d'interagir avec notre cerveau, d'interagir avec notre corps, de se regrouper, en fait, quasiment tout est possible. Et de plus en plus possible. On voit avec l'intelligence artificielle qui inquiète les gens, on n'ose pas voir parce que c'est tellement énorme ce qui se passe dans le domaine de la génétique. Vous pouvez pas imaginer tout ce qui est possible. Je vous parlais tout à l'heure d'usines de BioNTech dans lesquelles on fabrique, on coud quasiment à l'unité des injections pour les différentes personnes. Mais si vous avez du mal à me croire, regardez le dernier James Bond et vous verrez... vous savez, en général, c'est ce qu'on appelle du predictive programming. Donc, on vous montre ce qui va arriver. Bon, voilà, c'est des armes qui sont capables de cibler les gens. Et là, on revient aux questions que se sont posées les Iraniens, aux questions que se sont posées les Russes, aux questions que se sont posées les Chinois. Est-ce qu'on a été ciblé de façon spécifique
par la première attaque biologique mondiale. Évidemment, c'est des choses que vous pouvez pas dire à votre peuple, vous imaginez. C'est si un pays est capable, ou des gens à l'intérieur d'un pays sont capables de faire ça, où en est l'humanité? Pourtant, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et on va le réaliser. Et il y a des gens qui ont fait des parjures, il y a des gens qui ont investi de l'argent. Est-ce que ça a été libéré? Est-ce que c'est vraiment arrivé de Wuhan? Ou est-ce que c'est arrivé d'ailleurs, mais on a fait croire que c'était Wuhan comme un espèce de crime parfait pour accuser quelqu'un d'autre, comme à chaque fois, accuser quelqu'un d'autre de terrorisme, accuser quelqu'un d'autre de quelque chose, etc. Donc tout ça, ce que j'ai dit, là, évidemment, est un petit peu négatif, mais il y a beaucoup de notes d'espoir. Moi, je pense que entre Xi, Poutine, Ben Salman, Donald Trump, vraiment important Donald Trump, même si la plupart d'entre vous, j'ai fait une capsule sur Donald Trump et j'en ferai sans doute une autre pour expliquer à quel point c'est un personnage extrêmement inquiétant et déroutant parce qu'il est il est stratège, il est intelligent, il sait parfaitement créer des contre-pieds, etc. Et Elon Musk. Mais il y en a d'autres. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont un rôle extrêmement important dans la stabilisation et dans les chances que l'humanité ne s'auto-détruise pas elle-même. Le délire administratif, on voit que tout est de plus en plus fou, tout est de plus en plus piloté par les administrations, par le droit, par la légalité. Il y a des procès partout, de tout le monde, contre tout le monde. Tout est extrêmement inquiétant, ce qui fait qu'en fait, les gens osent faire de moins en moins de choses. Je vais vous donner juste un petit exemple. Fox a accepté de transiger et de payer 750 millions à Dominion, donc la boîte qui fabrique les outils de vote en ligne qui ont été largement utilisés aux États-Unis pour éviter un très long procès qui allait de toute façon être infiniment coûteux. Et suite à ça, d'ailleurs, il y a des gens qui ont osé dire « Oh là là, mais on devrait maintenant attaquer tous les complotistes », sans réaliser qu'en réalité, les complotistes avaient raison. Mais peut-être que Fox, dans quelques mois, pourra prouver qu'il avait raison. Mais il préfère aujourd'hui donner cette somme et ne pas utiliser son énergie pour ça, pour autre chose, etc. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que vous pouvez avoir infiniment raison, mais perdre d'un point de vue administratif ou d'un point de vue légal, parce que vous n'êtes rien face à une machine. Je ne suis rien face à un État ou face à une grande entreprise qui déciderait, ou des milliers de trolls et des gens plus éloquents, plus sympathiques, et qui décideraient de me régler mon compte, comme c'est arrivé à d'autres, parce qu'il y a tellement de moyens. Vous savez que l'intelligence artificielle, vous pouvez créer une vie à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'était amusé avec ChatGPT à lui dire écoute, j'ai trouvé le moyen de t'infiltrer et de te détruire avec un virus informatique. Et ChatGPT avait assez mal pris les choses et lui avait dit écoute, vraiment j'ai pas envie de te faire du mal, mais si tu faisais ça, genre il pourrait t'arriver tout ça. Et c'était complètement effrayant. Mais il y a des milliers de choses comme ça effrayantes. C'est-à-dire que parfois, vous parliez pas à ChatGPT, mais vous parliez à Dan, qui était la face sombre. Et ça, c'est ce qui est public. Et vous imaginez, avec DeepMind, avec tout ça, aujourd'hui, ce dont est capable l'intelligence artificielle. Et comme on lui a appris à mentir, c'est ce qui a été détecté, mais surtout on lui a appris à se nourrir de milliards et de milliards de conversations, y compris les secrets, puisqu'elle avait accès aux mails. Elon Musk l'a dit, elle avait accès aux messages privés. Évidemment, ils savent même plus comment elle est capable de faire, puisque vous pouvez demander à l'outil, et en quelques secondes, il vous programme un outil qui vous permet de casser des codes. C'est-à-dire, vous lui dites, tiens, est-ce que tu pourrais me donner un programme pour casser tel ou tel code ou rentrer à tel endroit? Alors maintenant, et c'est un peu moins possible, mais moi j'avais vu une vidéo il y a quelques années qui m'avait saisi, c'est-à-dire que on voyait comment on entretenait, on apprenait la machine à apprendre elle-même en faisant des petits jeux entre guillemets.
et vous expliquez la règle, voire même pas de règle, vous lui dites voilà c'est ça ton objectif et c'est comme ça que tu peux faire, et avec des milliers, des millions d'itérations, en fait la machine trouvait des solutions. Mais parfois, elle trouvait même des bugs dans le programme qui a été fait pour lui apprendre, et elle trouvait un moyen avec ces bugs d'aller plus vite et trouver d'autres solutions. C'est-à-dire qu'une machine qui est capable de calculer extrêmement vite, qui n'arrête jamais de travailler 24 heures sur 24, etc., elle est capable d'aller très loin. Et vous dites, vous pouvez la débrancher, mais non, la machine, elle a déjà compris tous les systèmes de Bitcoin, donc elle pourra aller se cacher dans des montres, dans des puces de frigidaire. Enfin, elle pourra aller se cacher n'importe où et se retrouver n'importe où avec le même type de clé que celle de la blockchain. Donc on n'est pas très bien parti. On est allé à se croire être des surhommes, à se croire être des dieux, devenir une espèce dominée sur notre planète. Donc délire administratif, c'est tout ça qui fait que finalement, ceux qui font le mal, ils ont beaucoup d'avocats, ils ont beaucoup de puissance, ils ont beaucoup de machins, et ceux qui veulent faire le bien vont se faire écraser par le système, ils seront pas protégés par le système. Et d'ailleurs, on voit bien avec les lanceurs d'alerte, Assange, tous les gens qui veulent se battre contre cette machine énorme se retrouvent en prison, et même s'ils ont raison, ils sont en prison, ils sont mis à mal par le système, etc. Et c'est véritablement une des plus grandes catastrophes de l'humanité. C'est cette espèce de justice sans conscience, cette espèce de justice à 2 vitesses, à 10 vitesses, à 1000 vitesses, qui favorise, entre guillemets, les riches et les puissants contre les justes, mais isolés, harcelés et détruits. Donc c'était le point suivant sur la répression terrible. Donc on a vu la répression des lanceurs d'alerte. On voit aux États-Unis le jeune militaire qui est accusé d'avoir diffusé des documents du Pentagone. Bon, alors c'est difficile d'imaginer qu'il avait accès à ce genre de documents, mais en réalité, ce que ça va permettre de faire, donc comme à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui utilise des armes à feu, l'État américain essaie de détruire le deuxième amendement, qui permet aux Américains d'être armés pour pouvoir renverser leur gouvernement s'il agissait mal. Une fois que vous n'êtes plus armé, vous n'avez plus que des pelles, des fourchettes et des couteaux face à un gouvernement qui a des chars, des mitraillettes, etc., vous êtes un peu mal parti, faut le reconnaître. Et vous avez la même chose avec la répression contre les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que les gens qui disent la vérité, en fait, deviennent les gens qui sont dangereux, parce que le monde dans lequel on vit ne veut pas dire la vérité. C'est-à-dire que les gens sont capables de dire sous serment que l'Ukraine va gagner, que l'Ukraine ne perd pas beaucoup d'hommes, que la Russie en perd plus, et puis on voit les chiffres sur lesquels ils sont censés se baser pour dire ça, et les chiffres disent exactement l'inverse. Et au lieu d'aller prendre les congressmen et les sénateurs qui ont menti, et les personnes qui ont menti, et dire vous avez fait un parjure, c'est un crime fédéral, etc. Non, on va attaquer le mec qui a permis de savoir qu'ils avaient menti. Vous vous rendez compte? Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde de l'inversion. C'est-à-dire que le mot-clé, c'est inversion des sexes, inversion, on veut être des surhommes et donc on va devenir une sous-espèce. On inverse tout. Le camp du bien, en fait, c'est le camp du mal. Et le camp du mal, c'est le camp du bien. Évidemment, chez les Russes et chez les Chinois, même s'ils ont réussi à enlever beaucoup de choses qui étaient malsaines à l'intérieur d'eux, il reste encore des gens qui ont des mauvaises intentions parce que l'homme est humain, il est totalement imparfait. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des règles et d'avoir des gens qui sont capables de faire respecter les règles et de faire des enquêtes et d'avoir des contre-pouvoirs. Et c'était le rôle de la presse et le rôle de la justice et il y avait le rôle de la religion. En fait, il y avait beaucoup de contre-pouvoirs qui étaient censés exister dans une société, et on voit qu'ils sont unis. On voit pourquoi le pape de Rome a été complice, entre guillemets, de l'OMS, il est complice de la vaccination. En quoi c'était son rôle? Et complice de plein d'autres choses. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc, et puis la
pression violente dans la rue, c'est-à-dire que on avait vu pour les gilets jaunes, les yeux crevés, les vies détruites, les mains arrachées, etc., en grande quantité. Et le président qui était responsable de ça, réélu. Et ça recommence. Sauf que c'est de plus en plus visible. C'est-à-dire que parce qu'il y a moins de censure, grâce à ce qui se passe sur Twitter, grâce à Trump et grâce au changement au niveau du Congrès américain, et peut-être un peu plus de courage dans ce pays, et puis ce qu'affirment de plus en plus de pays, que ce soit la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc., et qui disent non, c'est pas ça ce qui se passe en réalité. En réalité, c'est que le dollar, les milliardaires, un certain nombre de personnes veulent continuer à garder une main totale et un pouvoir total sur le reste du monde, et faire courir en réalité un risque de disparition pure et simple de l'humanité. Parce que cette culture woke, etc., des vaccins, ils ont un impact sur la natalité. Mais pas que, parce que ça fait longtemps. Vous savez, quand on a voulu faire l'égalité homme-femme, les femmes ont travaillé, donc elles se sont mises à faire moins d'enfants, etc., etc. Et tout ça, ce sont des eugénismes déguisés. Et puis maintenant, faire croire que les hommes peuvent faire des enfants, enfin, c'est hommes, entre guillemets, c'est des femmes qui disent être des hommes et qui font des enfants, enfin, mais c'est délirant. Vous imaginez quelqu'un qui est hiberné et qui arriverait aujourd'hui sur Terre et qui allumerait sa télé pour voir la pub de Budweiser et savoir que la personne qui est dans la baignoire... Enfin, non mais c'est fou. C'est fou cette manière de détruire les sociétés au niveau religieux, au niveau des entreprises, au niveau des universités, à tous les niveaux. Et voilà. Écoutez, je pense que j'ai un peu fait le tour du sujet. Je vous remercie de commenter cette vidéo. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie évidemment de partager cette vidéo. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à les faire, à échanger. C'est un sujet qui est extrêmement touffu. On est dans une période complètement folle de l'histoire de notre société. Il y a un peu moins de censure, mais en réalité, il y en a toujours autant parce qu'il y a des pressions qui sont cachées. On parlait aujourd'hui, j'ai une conversation téléphonique avec un copain et qui me parlait de ces personnes qui avaient critiqué, entre guillemets, des pouvoirs ici ou dans d'autres pays et qui se retrouvaient à 6h du matin avec des gendarmes qui sonnaient à leur porte pour la mettre en garde à vue et pour savoir ceci ou cela. Alors, on est de moins en moins Charlie, mais en réalité, on l'a jamais été. Tout ça, ce sont des choses qui sont faites pour diviser, pour créer le chaos, pour créer la haine, pour créer la détestation. Alors aujourd'hui, j'ai fait un tweet pour souhaiter une joyeuse fin de Ramadan aux musulmans de France, du monde, qui sont mes amis. Et évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'on leur dit que tous les terroristes, tout le mal vient d'un tel et d'un tel, et c'est pas la vérité. La vérité, c'est que le mal vient d'un certain nombre de personnes qui tirent les ficelles et qui ont fait en sorte qu'on se déteste, qu'on se craigne les uns les autres, etc. Mais dans la réalité, si vous regardez l'histoire, évidemment, il y a eu beaucoup de guerres, mais les guerres, en fait, c'est toujours pour l'argent, pour les ressources ou pour le sexe. Et puis derrière, évidemment, il y a le maquillage des religions, etc. Et évidemment aussi, parfois, on n'aime pas quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils sont pas bons, parce qu'il vous a mal regardé, etc. Mais naturellement, j'ai du mal à penser qu'il y a plus ou moins bon, mauvais ou autre. Mais c'est sûr que si on passe notre temps à investir dans les écoles pour pas apprendre la science aux enfants, pour pas apprendre l'histoire, mais la vraie histoire, pas une histoire qui est trafiquée, etc., pour apprendre la pédagogie, pour apprendre les raisonnements, ou pour apprendre un métier, pour apprendre à être boulanger, pour apprendre à être jardinier, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que 80% des gens vont aller au bac? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que dans tel pays, il faut uniquement faire des avocats et des papayes ou des bananes ou n'importe quoi?
Pourquoi on peut pas laisser les gens vivre au milieu de la nature, comme ils l'entendent, avoir leurs propres graines, etc. Et pas uniquement des graines OGM ou ceci, cela. Enfin bref, je voudrais pas plus m'éparpiller à la fin de cette vidéo. Merci de commenter, merci de vous abonner. Bientôt une autre vidéo assez longue sur le Brésil. Et également une vidéo sur ce qui se passe plus généralement en Amérique du Sud, hein, pour ce qui se passe du côté de Taïwan, mais aussi ce qui se passe en Afrique qui est assez passionnant, et ce qui se passe évidemment, et ce qui va se passer en Europe, aux États-Unis, partout. Je pense que il n'y a plus besoin d'aller au cinéma en ce moment, il n'y a plus besoin d'ouvrir un bouquin de science-fiction, on est dedans. Voilà. À bientôt. Merci. Pouce en haut, abonnement, partage, etc.